Dans cet épisode avec Christelle Moussac, formatrice en éducation financière et autrice, nous allons parler du lien entre sécurité financière et santé. Christelle démonte quelques croyances tenaces sur l'argent et partage un outil tout simple qui peut réduire une bonne partie de ta charge mentale d'entrepreneur. Ici, la santé n'était pas quelque chose qu'on gagne après le succès, mais un droit qu'on a dès le départ. Bonjour à toutes et tous, je suis Virginie Chastel, ex-directrice d'école et enseignante en pédagogie Montessori, entrepreneur depuis 2021, accompagnante au slowpreneuriat et facilitatrice du mastermind Slow Up. Après avoir foncé tête baissée dans la hustle culture jusqu'à ce que mon corps dise stop, j'ai découvert qu'il existait une autre manière d'entreprendre. Slow Up, c'est un podcast militant qui ouvre le champ des possibles. À travers les apports de spécialistes et les témoignages d'entrepreneurs qui ont positionné plus ou moins facilement leur santé comme socle de leur vie et de leur entreprise, tu trouveras peut-être le chaînon manquant pour concilier ambition et santé. Bonne écoute! Hello à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième partie en compagnie de Christelle Moussac, formatrice en éducation financière, autrice et conférencière. Elle accompagne les femmes à reprendre le leadership sur leurs finances afin de construire une sécurité financière durable et un patrimoine qui leur ressemble. Son approche allie pédagogie financière, connaissance de soi et travail sur les mécanismes qui influence notre rapport à l'argent. Convaincue que la véritable richesse est celle qui nous permet de vivre une vie plus libre, plus sereine et plus alignée, elle transmet une vision de la finance à la fois concrète, accessible et profondément humaine. Elle est l'auteure de Argent et entrepreneuriat au féminin, comment sortir des montagnes russes financières et construire une croissance durable, paru en mars 2026 aux éditions Gérézo. Hello Christelle, est-ce que tu es prête pour cette deuxième partie? Mais oui, toujours là. Alors après une première partie témoignage que vous pouvez retrouver dans l'épisode précédent, on se retrouve donc dans un épisode dans lequel tu vas nous éclairer de ton regard de coach et formatrice financière. Est-ce que tu pourrais déjà, là, pour dresser la table, nous présenter en fait ta spécialité puis ton approche en quelques mots? Ouais, en quelques mots. Alors, moi, j'aime beaucoup former en fait les femmes. Je pense que j'ai différentes casquettes, à la fois coach, formatrice, consultante. Mais c'est vrai que j'aime vraiment, tu vois, ce côté où je transmets de façon à ce que ces femmes se sentent autonomes ensuite financièrement, se sentent pleinement confiantes et sereines dans leurs finances, dans leur gestion financière, dans leur investissement, et qu'elles n'aient plus besoin de moi. Tu vois, à chaque fois, c'est ce que je leur dis, et c'est vrai. Moi, au début de l'accompagnement, je dis, moi, j'ai qu'une envie, en fait, c'est qu'ensuite, vous n'ayez plus besoin de moi, que vous sentiez pas dépendante de moi, parce que ce serait juste incroyable, paradoxal aussi de se dire, tu vois, on veut sortir, on veut gagner en indépendance, et puis finalement, on se sent toujours quelque part dépendant d'une personne d'un système, et c'est vraiment pas mon cas. Donc moi, j'aime accompagner des femmes, effectivement, à non seulement à prendre soin de leurs finances, à se remettre en priorité aussi, à remettre leur projet de cœur, tu vois, en priorité, de savoir comment les financer. Et puis il y a ce côté aussi, créer de la valeur, tu vois, faire fructifier, construire un patrimoine et faire fructifier. Et vraiment ce côté création de richesse, parce que souvent les femmes qui viennent frapper à ma porte sont entrées dans une phase de leur vie où elles ont compris qu'au niveau finance, elles ont géré comme elles ont pu, et notamment au niveau de gestion du foyer, tu vois, au niveau des gestions des dépenses du foyer. Mais par contre, au niveau de toute la partie, encore une fois, création, en vue peut-être de transmettre un héritage plus tard, ou même pour elles-mêmes, en fait, de se préparer une retraite qui soit confortable, et puis financer aussi des projets à court et moyen terme. Là, on est vraiment sur ce côté où je construis, et là, je suis vraiment dans ce côté, encore une fois, création, alors que jusqu'alors, j'étais plutôt dans le côté où je gère et je dépense. Oui. On l'a évoqué dans l'épisode précédent, sur quelque chose qui te différencie, en tout cas que moi je vois par rapport aux autres coachs en finance. Souvent, on nous indique, on nous pousse à aller chercher toujours plus, toujours plus, toujours plus. C'est pas ton approche.
C'est pas la manière dont tu amènes Ouais, les choses. déjà, c'est pas de mon approche. Et en plus, il y a quelque chose aussi que j'ai souvent constaté, c'est que il y a beaucoup d'univers financiers, d'accompagnement financier qui vont être avec une inspiration, enfin, on va dire une énergie assez masculine, très orientée sur les chiffres, sur les stratégies, tu vois, sur toutes les possibilités pour, effectivement, pour créer de la richesse. Mais encore une fois, on est dans le côté faire. Et moi, alors, je suis pleinement, évidemment, moi, j'adore mêler en fait la théorie et la pratique. Donc, effectivement, c'est important d'aller sur le terrain et de savoir concrètement comment investir, comment créer de l'argent, mais c'est aussi important d'allier ça à notre relation à l'argent. Donc, il y a aussi ce côté où tu vois, à la fois dans notre monde actuel, je trouve à la fois qu'il y a des formations trop orienté, encore une fois, sur le faire, sur ces stratégies financières, sur ces chiffres. Et de l'autre, on a aussi des formations, des accompagnements uniquement sur la partie mindset Ouais. financier, notre relation à l'argent, les blocages, etc. Et on peut se retrouver justement un peu frustré parce qu'on se dit, en fait, moi, idéalement, j'aimerais bien un mélange des deux. Et moi, j'en suis convaincue, en fait. On a besoin de travailler à la fois sur notre posture et à la fois sur concrètement comment on fait, comment on agit. Oui, c'est ça. C'est deux côtés d'une même pièce. Et Mmh. si on ne travaille que sur l'une et pas sur l'autre, forcément, on n'obtient pas les résultats qu'on voudrait. Et après, culpabilisation, mais pourquoi ça marche pas? Donc, il y a vraiment ces deux approches et c'est ce que Ces j'aime deux aussi. approches. Et je rajoute même il y a aussi un pan qui est pour le moment pas là, en tout cas que je ne vois pas présent, c'est sur toute la partie approche somatique. Tu vois, de revenir aussi dans, oui, on s'occupe des finances, mais on prend soin aussi de notre corps, parce que oui, on a beau travailler encore une fois sur nos croyances financières, sur nos blocages, etc., sur toutes ces histoires qu'on se raconte, mais si notre corps, quelque part, lui, n'est pas prêt, ne veut pas avancer, il se sent crispé rien qu'à l'idée d'investir en bourse, ça va être très compliqué, en fait. Tu vois, au niveau de notre système nerveux, il est en PLS, en fait. Il est en panique. Hein, et il cherche justement à nous dire, non, ne va surtout pas dans cette direction. Donc, je trouve que c'est aussi très important, tu vois, d'intégrer cette partie-là dans cet accompagnement, en fait. Hmm. Et ça, c'est quelque chose qui est récent, en fait, dans ton approche. Hein, c'est ça, c'est quelque chose que tu as découvert d'abord pour toi en tant qu'entrepreneur? Totalement, Ouais. exactement, c'est ça. C'est que j'ai compris que je devais, moi, me remettre déjà en priorité sur même mon propre business, tu vois, sur mon entreprise, de me dire, bon, voilà, je me remets en priorité dès le départ, je mets mon corps en priorité. Je vois que je mouline déjà assez, j'ai mon mental qui prend vite toute la place toute la journée, et souvent, c'était, je m'occupe de mon corps en toute fin, tu sais, le cliché, une fois que t'es au lit et que tu commences à te masser les pieds, tu dis, ça y est, je prends soin en fin de mois. Et donc là, j'inverse la donne. C'est-à-dire que je commence ma journée ok, alors je commence pas forcément ma journée en me massant les pieds, mais je commence ma journée à me déverrouiller, tu vois, à faire des petites postures qui me font du bien, qui m'ancrent aussi. Et je trouve qu'encore une fois, là, ça donne un autre ton à notre journée. Ouais, si vous avez écouté l'épisode, la première partie de l'épisode, vous verrez les partages que fait Christelle justement pour prendre soin de son corps et puis pour prendre soin de soi. Si vous l'avez pas écouté, allez-y juste après, je vous le conseille. J'aimerais bien qu'on aille sur les idées reçues ou les croyances les plus fréquentes que tu vois dans ton domaine et que tu aimerais déconstruire, évidemment. Ouais, alors il y en a beaucoup. Ce que je vois souvent, c'est je vais me sentir en sécurité quand j'aurai assez, tu vois, sur mes comptes bancaires, ou j'aurai une grosse assurance vie, ou j'aurai en tout cas une trésorerie pour mon entreprise qui est sur un an. Enfin, en tout cas, je vais me sentir en sécurité à partir de ce que je possède. Et ça, je le vois à chaque fois, et on le sait quelque part, parce qu'on a plein d'exemples, je pense, autour de nous. On peut avoir un matrimoine qui peut excéder le million, et pour autant se sentir en insécurité. Donc, non, en fait, la sécurité, elle se développe. Alors, il y a une sécurité financière avec tout ce qui est épargne de précaution, matelas, évidemment.
on peut pas l'oublier, on peut pas le mettre de Oui. côté, mais aussi sécurité intérieure. Et puis ce que je partageais aussi dans l'autre épisode qu'on avait fait, sécurité aussi relationnelle pour voilà se sentir aussi en sécurité par rapport à à toutes ces personnes qui nous entourent. Oui, 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 c'est ça. On peut pas mettre de côté non plus, effectivement, comme tu disais, ce matelas de sécurité. Hein. L'idée, c'est pas de dire aux gens, non, mais la sécurité, ce n'est que à l'intérieur. Non, il y a quand même une réalité qui est là. Et c'est là où, encore une fois, on voit bien, c'est pas un côté sans oublier l'autre. C'est un ensemble de choses. Mais comme tu le dis, c'est pas parce qu'on a plein d'argent sur son compte bancaire qu'on Ouais. se sent en sécurité. J'aime beaucoup l'exemple que donne Christian Junot. Il dit, si vous prenez toute votre fortune dans votre veste, est-ce que vous allez vous sentir en sécurité dans le métro à Paris? Bah non. Non, au contraire. Ça, c'est bien. J'aime bien cet exemple parce que c'est vrai. Hein. C'est ça quoi. Il dit vous prenez toute votre fortune, vous le mettez dans votre veste et puis vous allez dans le métro. Pas sûr que vous vous sentiez en sécurité. Ça, Donc c'est sûr. voilà, c'est pour la petite image. Mais effectivement, voilà, la sécurité financière, elle ne dépend pas que de ce que l'on possède. Quoi. Donc ça, c'est la Ouais. première idée reçue ou croyance. Est-ce que Ouais, tu en as d'autres? ouais, j'en ai une autre là qui me vient. C'est j'ai besoin de gagner suffisamment pour pouvoir investir. Et ça, c'est le cas notamment des entrepreneurs. Hein. C'est Ouais. non, mais là pour le moment, je gagne pas assez pour pouvoir envisager d'investir en bourse, en immobilier ou que sais-je. Alors ça. Alors, je sais que ça peut être très compliqué pour des entrepreneurs de Ouais. l'entendre, mais j'aime bien justement les bousculer en leur disant mais si, en fait, au contraire, fais-le parce que tu peux investir avec quelques euros en bourse ou même bah, je sais pas, une assurance vie, tu peux investir tu vois, avec quelques euros ou peut-être ça dépend des assurances vie, ça peut démarrer à 100 euros, mais après, tu vois, tu définis toi-même ton Oui. montant. PEA, bah là, c'est pareil. Donc, en bourse, c'est de cette façon-là. En immobilier, tu peux aussi investir, mais pas forcément que dans la pierre. Tu peux investir en crowdfunding, tu peux investir en SCPI, en pierre-papier. Tu as différentes façons aussi d'investir en immobilier. Je pense que l'important, c'est surtout d'être dans cette dynamique proactive. Tu vois, Oui. j'investis. Oui, certes, peut-être que je me dégage même pas un SMIC, mais c'est pas grave en fait. L'idée, c'est juste que tu t'investis en fait pour toi-même, t'investis peut-être pour ta retraite, où tu sais qu'en en tant qu'entrepreneur, t'en auras peut-être pas, mais justement en fait, on se répète tellement ça, en plus je trouve ça très effrayant, c'est très fataliste, un côté non mais de toute façon j'aurai pas de retraite. Oui, mais en fait concrètement, qu'est-ce que tu fais du coup? Qu'est-ce que Oui. tu peux faire Ouais. maintenant Ouais. pour faire au moins quelque chose peut-être de symbolique, même encore une fois si c'est quelques euros? Je trouve que ça change la donne parce que là quand on change de posture quelque part fataliste et un peu passive hein, à cette posture où bah à petits pas en fait je fais ce que je peux mais en tout cas je mets un peu de côté et je sais que quelque part je le fais pour moi là on prend confiance en nous et on voit qu'on est totalement dans cette capacité de voilà d'investissement quel que soit l'âge et quelle que soit sa situation. Oui, et c'est vraiment ces petits pas d'enclencher la première étape, comme tu dis, et d'aller sur, comme sur la démarche de Profit First, en fait, que Mmh, j'avais partagé c'est à ça. la dernière immersion, de se dire, si je prenais chaque mois 1%, déjà, commençons par 1% de ce que de mon chiffre d'affaires, et je le mets sur un deuxième compte sur lequel je ne touche pas. Déjà, rien Mmh, que ça pour rentrer dans cette dynamique et de se dire, en fait, ça passe quoi. Parce qu'une ouais. fois que tu l'as plus, tu l'as plus. Mais il peut être sur. Alors l'idée, évidemment, comme tu dis après, c'est d'aller l'investir, mais déjà de prendre peut-être cette habitude de dès qu'il y a une facture qui rentre, de prendre un pourcentage et de l'enlever de son compte bancaire. Exactement, ouais, totalement. C'est totalement ça. Et puis, ce que je pensais aussi, c'est le fait de gagner plus. Ça peut être aussi quelque chose qui peut être très bloquant quelque part, parce que, alors, sur le coup, on peut se dire, mais non, j'ai envie de gagner plus, c'est pas un problème. En fait, si, ça peut être un problème inconsciemment qu'on peut se répéter, parce que qui dit gagner plus, dit peut-être, on se dit peut-être qu'il faut travailler plus, et travailler plus, ça veut dire avoir moins de temps pour sa famille, notamment. Ça peut menacer l'équilibre familial. Donc ça, c'est un sujet effectivement très important pour tout le monde, et encore plus quand on est, tu vois, quand on est parent, et de se dire, moi, j'ai pas fait tout ça, pour sacrifier aussi ma Oui. famille. Donc, tu vois, ça, je le vois souvent quand on a des questions de, euh,
je veux faire évoluer mon business model pour gagner plus, ou je veux investir en immobilier en parallèle parce que j'ai compris que c'est important de diversifier, mais là j'ai peur que ça me prenne trop de temps, trop d'énergie et que quelque part j'ai du coup ce temps-là et cette énergie je ne les mets pas pour ma famille, donc je vais sacrifier. Et donc du coup on n'y va pas en fait, tu vois, c'est ce côté où bah non, en fait je préfère éviter tu vois ce sacrifice là. Et ça, pour moi, c'est aussi important de montrer que non, il n'y a pas de sacrifice à avoir. C'est aussi une question d'arriver évidemment à trouver un équilibre. Alors peut-être que ça peut nous demander un chouïa un peu plus peut-être sur un moment donné, un petit peu plus de temps que prévu, ou peut-être que ça nous demande de nous désengager un peu plus de notre business, le temps de se lancer, si c'est tu vois, l'exemple d'un investissement immobilier, c'est une entreprise qu'on lance aussi, hein, quelque part. Mais après, si on s'y prend bien, il y a pas de raison en fait pour que ça vienne menacer notre équilibre familial. Donc je trouve que c'est aussi important, tu vois, de se dire en fait en quoi le fait de créer de l'argent, de gagner plus peut finalement peut m'amener à en avoir peur en fait. Oui, oui, c'est ça. Des contraintes qu'on va supposer, alors que pas forcément, parce qu'on reste dans cette idée, comme tu l'as dit, hein, que pour gagner plus, il faut travailler plus. Et si on est déjà sur un rythme qui est limite tenable, on peut pas envisager ça. Donc peut-être d'abord de ralentir, d'être dans une démarche un peu plus slow pour peut-être se dégager du temps pour, comme tu disais, un deuxième projet qui peut avoir sa place. Et donc retrouver tout. C'est une question effectivement d'équilibre qui restera de toute façon constamment instable, hein, parce qu'un équilibre stable, c'est la mort. Donc et puis dans le monde dans lequel on vit, on ne peut pas attendre à ce que les choses soient stables. Donc et c'est important d'apprendre à danser aussi avec ces fluctuations. Donc, ouais, exactement. Si on va sur les problématiques, donc qui sont liées donc à ta spécialité, à ce que tu connais, qu'est-ce que tu vois? Alors, on en a déjà un petit peu parlé avec les idées reçues, les croyances, mais si on va un petit peu plus loin sur les problématiques que tu observes et peut-être quelques pistes de voie de sortie. Alors moi, c'est assez récent ce que j'ai compris. Je travaille beaucoup aussi sur les archétypes financiers. Je trouve ça aussi très apprenant et je repère que les femmes, elles ont quand même, d'une façon générale, cet archétype de la nourricière. Parce voilà, en tant qu'enfant, en tant que jeune fille, on a été aussi quelque part conditionné à prendre soin des autres et à nourrir les autres. Hein. Ça fait partie quelque part. En tout cas, c'est une histoire de gènes hein, qu'on a. Alors peut-être que c'est pas notre propre maman, mais peut-être que tu vois, ça peut venir de bien plus haut. Et bref, en tout cas, on l'emporte avec nous. Notre société aussi quelque part nous imprègne de tout ça. Et je vois qu'en fait, le côté nourricière, on peut l'embarquer aussi quand on devient entrepreneur, parce qu'on va chercher à nourrir les autres, à nourrir sa communauté, nourrir ses clientes. Alors quand je dis nourrir, c'est en termes de, tu vois, de temps, d'énergie, de contenu, de faire peut-être même des offres pas trop chères, parce qu'on veut tellement, tu vois, les nourrir, leur faire plaisir, et aussi ce côté je fais plaisir. Et ce que j'ai compris très récemment, c'est qu'on peut aussi d'ailleurs être nourricière dans le sens où on vient alimenter sa propre entreprise en finance. Je m'explique, c'est-à-dire que ça, je vois très souvent le cas, comme j'ai accès aux chiffres de mes clientes, j'ai mes finances perso, j'ai mon livret par exemple, ou j'ai mon assurance vie, ou j'ai reçu un héritage, etc. Mon entreprise, elle va pas très bien, elle peine à décoller, ou elle passe par une phase un peu plus délicate. Donc, je vais alimenter de mes finances perso vers mes finances pro. Bah, ça, évidemment, ça peut arriver, mais sauf si c'est très récurrent, là, c'est aussi une vraie question à prendre en compte. C'est, est-ce que quelque part, on vient pas chercher à nourrir, tu vois, en tant que nourricière, on vient aussi nourrir notre entreprise. C'est d'autant plus le cas si on s'identifie à son entreprise ou si on considère, comme je l'avais dit dans l'autre c'est ça. Ouais. Si on considère que notre entreprise, c'est aussi notre bébé, donc on ne veut surtout pas le voir mourir, donc on va aussi, tu vois, chercher à l'alimenter, à le nourrir du mieux qu'on peut. Oui, c'est ça. Et j'avais entendu une entrepreneur, je sais plus qui avait dit ça, qui disait, mais votre business n'a pas d'émotion, il n'a pas de ressenti, il n'a pas besoin que vous le sauviez.
Il n'a pas besoin que... Et ça, je pense que c'est vraiment hyper important parce qu'on nous l'a mis tellement dans la tête que notre business, c'était le prolongement de nous-mêmes, c'était notre création. Mais juste à un moment donné, on n'a pas besoin de sauver notre business de la même manière que là, on est en plein mois de juillet au moment où on enregistre cet épisode, donc il fait un peu chaud. La planète n'a pas besoin d'être sauvée par nous. Elle va nous survivre, en fait. C'est juste nous, on ne sait pas si on va survivre. Mais la planète, elle n'a pas besoin d'être sauvée. De la même manière que notre business n'a pas besoin d'être sauvé par nous. C'est lui qui doit nous nourrir, en fait. Donc, ce que tu dis, je l'ai vu aussi chez effectivement, certaines personnes qui disaient, je mets de l'argent dans mon business. Oui, mais là, il y a un problème. Il y a un problème. Alors, effectivement, comme tu dis, si c'est passager, c'est normal. Voilà. Mais ça ne doit pas devenir récurrent. Et j'avais pas fait le lien avec le côté nourricier. Ah moi là c'est tout récent, tu vois ce que je te partage, je me suis dit mais c'est évident en fait, c'est intéressant de voir que la nourricière elle peut, tu vois, elle peut s'incruster là où on ne s'y attend pas et au détriment de nos finances forcément parce qu'à un moment donné on se dit il y a un déséquilibre en fait, hein, on vient alimenter mais nous-mêmes on se nourrit plus en fait, on est en train de nourrir encore une fois cette notre bébé entre guillemets. Donc voilà, ce que je vois aussi très fréquemment, c'est du coup, et c'est en lien avec ce que je viens d'expliquer, c'est on ne se rémunère pas ou on se rémunère très peu. Là, je me suis replongée très récemment dans les chiffres et je suis tombée sur une étude d'octobre 2025, donc quand même encore assez récente, du syndicat des indépendants et des TPE, qui indiquait que un dirigeant de TPE sur 2 se dégage moins qu'un SMIC. Sachant que derrière, il y a plus de 50 heures de travail par semaine délivrées. Donc, 1 sur 2 qui se délivre moins qu'un SMIC, en fait, c'est quand même incroyable. Mais on sait, toi comme moi, que c'est la réalité. Et tu vois, c'est une profonde injustice, encore une fois, par rapport à tout le dévouement qu'on peut mettre en œuvre, en fait. Oui, une profonde injustice par rapport à ça, puis aussi sur les raisons souvent qui ont poussé un salarié à devenir entrepreneur, parce que la plupart, en tout cas, des gens qui nous écoutent là, sont des personnes qui se sont reconverties, donc qui ont été salariés à un moment donné, et il y avait aussi ce rêve de se dire, je vais aller chercher la liberté, je vais aller gagner plus, sauf qu'en fait, on s'est remis pour beaucoup, au moins sur une période, dans une autre prison, j'ai envie de dire, qui est que effectivement on n'a pas la liberté, c'est juste qu'on a choisi des contraintes, hein, c'est pas la même chose, et le salaire qu'on se verse, comme tu dis, est pas toujours à la hauteur de ce qu'on imaginait, en fait. Exactement. Donc ça, c'est quelque chose que je rencontre très fréquemment. Et puis, d'une façon générale, et ça c'est en lien avec mon livre, c'est le côté fluctuation en fait. Oui. Tu vois vraiment ce côté montagne russe financière et c'est ça je vois et moi je fais partie pleinement de ces femmes qui ont pu quelque part embrasser l'entrepreneuriat en se disant oui je comprends que ça va être fluctuant, mais en fait quand tu es vraiment sur le terrain, en fait tu t'attends à ce que ce soit récurrent en fait. Oui, tu t'attends à ce que ton chiffre d'affaires d'un mois à un autre soit à peu près le même, ou plus évidemment, hein, ça on préfère ça. Mais on a vraiment du mal à intégrer ce côté cyclique, ce côté fluctuation, parce que encore une fois on a été conditionné du côté du salariat d'avoir cette récurrence. Si en plus c'est enchaîné jusqu'à 2 ans d'alloc chômage, pareil, rebelote, récurrence avec le versement de ces prestations. Puis on a des dépenses de toute façon comme loyer ou crédit qui sont elles par contre régulières, qui sont mensuelles. Donc c'est très compliqué en fait d'intégrer ce côté cyclique et juste comprendre que si c'est cyclique, ça peut être cyclique. Alors idéalement peut-être cyclique en allant vers le haut. Ok, mais en tout cas cyclique, oui, c'est totalement normal en fait, sans chercher justement à se culpabiliser ou à se dire il y a quelque chose qui ne va pas dans mon business model. Et c'est là où effectivement ça nécessite d'avoir de la clarté aussi, et j'aime beaucoup la phrase souvent que tu dis que de la clarté découle la sérénité. C'est que si c'est clair pour nous que oui ça va être cyclique,
on va être plus serein parce qu'on va pas faire n'importe quoi aussi les mois où c'est en haut aussi. C'est Parce ça. que on sait qu'il va y avoir du bas. On a plus anticipé. On a plus anticipé. On se dit, voilà, je sais, j'ai de quoi voir venir. J'ai assez de trésorerie, ou en tout cas, j'ai aussi un matelas de précaution à côté, une épargne de précaution. J'ai encore jamais dit mais matelas de précaution, mais bon, je dis souvent matelas de sécurité, mais bon, Oui, je pense qu'on comprend. on comprend. Donc oui, effectivement, de la clarté découle la sérénité, mais les deux s'inversent aussi, hein, parce que de la sérénité découle la clarté, parce que plus effectivement tu te Oui. penses serein. Si t'es en insécurité, t'as du mal à être clair, c'est clair. C'est ça, en fait, c'est les deux, tu vois, sont ensemble, en fait. C'est un Hein, cercle donc, vertueux. Il faut commencer par l'un des deux, en fait. c'est les vases communicants, en tout cas. Super. Tu m'avais parlé aussi de cette charge mentale, en fait, hein, il y a beaucoup de choses, en fait. Quand on est entrepreneur, il y a l'entreprise, il y a le foyer, et les finances, des fois, ça passe un peu au second plan. Ouais, ça passe au second plan parce que bon quelque part c'est quelque chose qui nous intéresse pas forcément. Je vais être cash aussi. Hein. J'ai beaucoup de femmes qui se disent moi j'ai d'autres choses qui me passionnent. J'ai mon cœur de mon métier, j'ai aussi ma vie de famille et les finances ça me ramène. Ça peut me ramener aussi à quelque chose de très crispant, de culpabilisant aussi si on n'arrive pas, tu vois, à suffisamment se rémunérer. Donc on se dit oui, j'ai pas envie de me rajouter ça en plus, à prendre soin de mes finances, à faire fructifier mes finances, que je le vois comme une charge en plus, alors qu'au contraire, en fait, ça devrait être le contraire, c'est de se dire je prends soin de mes finances pour m'enlever cette charge mentale de l'entreprise, pour m'enlever cette pression du chiffre d'affaires régulier, parce que encore une fois, j'ai pris les mesures qui me permettaient aussi de soit de voir venir, soit de diversifier, en tout cas d'être beaucoup plus au clair. Ouais. Justement, si on fait le lien un peu avec la charge mentale, j'aimerais qu'on fasse le lien parce que c'est aussi le sujet vraiment qui me tient à cœur dans ce podcast, c'est le lien entre la sécurité financière et la santé. C'est pas quelque chose dont on entend beaucoup parler, hein, de se dire que oui, mais la sécurité financière va avoir un impact sur notre santé. C'est quoi ta position par rapport à ça, et est-ce que tu l'intègres dans ta manière de voir les choses et dans tes accompagnements? Non, en fait, c'est évident parce que très clairement, tu peux, je vais caricaturer, hein, mais tu peux faire du yoga tous les matins, te masser les pieds tous les soirs. Tu peux, en fait, tu vois, tu peux réguler ton système nerveux H24. Si derrière, t'as plein de factures à régler, t'as plus d'épargne, t'es KO, on va dire, en finance, là, ça va justement pas du tout t'aider au niveau de ton système nerveux. En fait, ça va plutôt le mettre en système d'alerte. On a une réalité on va dire concrète, tu vois, du terrain qui fait que l'argent, voilà, ça fait partie de notre vie et qu'il y a quand même un minimum à avoir, hein, de façon à ce qu'on se dise bon, peut-être que j'ai pas autant que ce que peut-être que je ne vis pas, tu vois, dans une aisance absolue, mais par contre, je sais encore une fois que j'ai de quoi voir venir si jamais j'ai plus de source de rémunération pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, mais tu vois, juste de se dire je peux me foutre la paix si jamais j'ai plus de rentrée d'argent. Ça, pour moi, c'est vraiment une énorme charge, en fait, crispation, si on se dit, on n'a plus rien, en fait, même pour payer notre loyer, pour nous nourrir. En fait, ça renvoie à nos besoins fondamentaux. Donc, évidemment, on peut travailler sur notre sécurité intérieure, mais si à côté de ça, la sécurité financière est pas là, c'est compliqué. Oui, c'est ça. Et puis ça répond quand même à des fois à certains discours. On entend dire oui, mais l'argent n'est pas le problème. Des fois un peu si quand même, quoi. C'est-à-dire que voilà, j'entends que on va avoir des entrepreneurs qui vont nous dire oui, mais quand quelqu'un ne veut pas ton offre, c'est jamais l'argent le problème. Alors, je suis d'accord que des fois, il y a un autre problème que l'argent. Quand quelqu'un dit voilà, non, je ne prends pas ton offre, c'est des fois parce que l'offre n'a pas été bien présentée ou qu'elle ne répond pas aux besoins de la personne. Mais des fois, c'est réellement le cas. La personne, elle n'a pas les moyens, au risque de se mettre dans une insécurité financière telle qu'effectivement, ça va avoir un impact sur sa santé. Et c'est pour ça que dans ce podcast, quand je dis que c'est un podcast qui traite
des enjeux de santé, et je précise, santé mentale, santé physique, santé émotionnelle, santé relationnelle, santé financière, parce que je pense qu'effectivement, une des plus grosses sources de stress dans le monde dans lequel on vit, en 2026, c'est les finances. Je pense que c'est une des plus grosses sources de stress, voire la plus grosse. Ouais, totalement. Mais effectivement, ça peut être totalement, comme tu l'as dit, justifié parce que les comptes sont à plat, l'épargne est à plat, il y a plus rien, et là, on est vraiment dans cette situation. On se dit, je sais même pas comment je vais continuer à me nourrir. Et puis, par contre, à l'inverse aussi, des personnes qui ont de l'argent, en fait, en tout cas, peut-être pas autant qu'elles s'imaginaient, peut-être qu'elles sont dans cette impression et peut-être à juste titre qu'elles perdent de l'argent, en fait, au fur et à mesure, mais elles ont quand même de l'argent, en fait. Donc là, elles se mettent aussi tu vois, dans cette pression, dans cette insécurité, alors que l'argent est là. Donc, c'est arrivé aussi tu vois, à prendre le juste recul et se dire, OK, en fait, la sécurité financière, tu l'as quand même, parce que tu sais que tu peux voir venir au moins sur 1 an, par exemple, imaginons ça. Mais là, ce qui se joue vraiment, c'est ta sécurité intérieure, parce que là, tu devrais pas être à ce niveau-là d'anxiété, parce que les chiffres le disent, en fait, parlent. Oui, et puis comme tu le dis, l'insécurité financière n'est... Alors bien sûr, quand il n'y a rien sur le compte, il y a une insécurité financière, mais il peut y avoir une insécurité financière alors que il y a effectivement de l'argent, mais il y a d'autres choses qui se jouent. Et travailler cette sécurité financière peut permettre d'améliorer la santé. Ça, je pense que c'est important de le dire aussi dans ce sens-là, quoi. Totalement. Et tu vois, moi, par exemple, quand je calcule ma vie idéale, l'un des postes de dépenses que je mets obligatoirement, c'est ma santé, justement. Tu vois, je l'intègre noir sur blanc. Parce que j'ai été, et je pense qu'on est de plus en plus de Français à avoir maintenant des dépenses qui ne sont plus prises en charge par la sécurité sociale. Et on va voir tout ce qui peut être compléments alimentaires, par exemple, analyses prises dans des labos étrangers pour affiner, pour aller en tout cas sur une approche beaucoup plus en prévention. Et ça, c'est pas forcément, ou c'est même pas pris en charge par la Sécu, peut-être la mutuelle et encore. Et tu vois, ça, maintenant, je me dis, c'est un non négociable. C'est une ligne qui est là, c'est une dépense qui est là. Dans mes finances, la santé y figure. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Moi aussi, c'est une ligne qui est sur laquelle je ne rogne pas, et aussi sur la qualité de l'alimentation, même si voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on trouve aussi, mais c'est vrai qu'autant il y a des choses, tu vois, où moi des fois je vais me dire bon alors ça non, on va pas le faire ce mois-ci ou ceci. Par contre, manger correctement, ça c'est pas possible autrement, quoi. Pas ça. Alors, tu dis à une grande mangeuse, hein, donc je crois que c'est le contraire, une grande gourmande que je suis. On se comprend. Christelle, si tu avais une dernière chose à partager là aux personnes qui nous écoutent, un conseil ou voilà quelque chose où tu dis ça serait important que je puisse leur dire aujourd'hui, ça serait quoi? Ça serait plus un outil, moi, qui m'a énormément aidé quand je l'ai mis en place. C'était peut-être en 2022, je crois. Ma trésorerie, le suivi de ma trésorerie. C'est assez simple en final à mettre en place, c'est-à-dire que tu listes toutes les dépenses qui sont prévues, tes abonnements, etc., jusqu'à la fin de l'année, et puis tes encaissements qui sont prévus si tes clients, tu vois, te règlent en plusieurs fois. Ta rémunération aussi que tu glisses, parce que c'est aussi une dépense qui est là, qui doit figurer. Et pour moi, ça m'a beaucoup aidé d'avoir cette visibilité, parce que jusqu'alors, je pouvais je pouvais en tout cas avancer plutôt au feeling, en disant mais c'est bon, ça passe, etc. Puis sinon, les finances perso vont abonder sur la partie pro, tu vois. Et là, le fait d'avoir vraiment mis cet outil en place m'a permis de rassurer mon système nerveux, justement, quand je vois que j'ai X mois de trésorerie devant moi qui me permettent aussi de payer mes cotisations URSSAF, etc. et ma CFE, enfin bref. Donc ça, c'est important aussi d'avoir cette visibilité qui permet voilà, tout simplement qui apporte une certaine sécurité, sérénité.
Ouais, je suis complètement d'accord. Moi, j'ai un petit tableau Excel tout simple, hein, où je reporte, là, je sais jusqu'à la fin 2026, voilà, de combien j'ai besoin de rentrer de chiffre d'affaires, effectivement, pour payer mes charges et pour payer, comme tu le disais, notre rémunération, qui est une charge qui doit rentrer dans les charges de l'entreprise et qui n'est pas ce qu'on prend quand il reste des choses. Hein. Ça, c'est ça. Vraiment, En fin de course. Oui, c'est ça. Donc se faire passer en premier, ça c'est vraiment important. Tu vois, Virginie, ça c'est un concept on va dire, d'enrichissement, d'éducation financière que j'avais appris très tôt, même avant l'entrepreneuriat, le concept de se payer en premier. Alors, à ce moment-là, j'étais dans la fonction publique et se payer en premier, c'est-à-dire tu reçois ton traitement, ton salaire, et dès que tu le reçois, tu fais un virement automatique de, imaginons 100 €, 200 €, peu importe, vers livret d'épargne, vers compte bourse, etc., peu importe. Mais en tout cas, une somme qui, hop, part pour, de côté pour toi. Et quand tu deviens entrepreneur, t'as pas déjà forcément cette régularité. Donc, il y a un moment donné, en tout cas, tu tâtonnes. Et je me dis, mais en fait, la rémunération, c'est ça, en fait. C'est, tu vois, te faire payer en premier, ça en fait partie, en fait, de cette règle-là. Ouais, exactement. Donc, vous qui nous écoutez, regardez votre comptabilité. Est-ce que votre revenu arrive à la fin du mois quand vous avez fait et quand vous avez payé tout le monde, hein, c'est-à-dire tous les autres ou ceux qui vont aussi vous vendre des choses? Est-ce que vous payez au début du mois? Enfin, en tout cas, quand il y a un chiffre d'affaires qui rentre, parce que pour le coup, c'est vrai que le début du mois, ça veut pas dire grand-chose quand on est entrepreneur, mais peut-être qu'il pourrait y avoir une rémunération à chaque chiffre d'affaires qui rentre, un pourcentage qui vient pour nous aussi. Et qui donc forcément va peut-être varier d'un mois à l'autre, mais au moins on ne passe pas en dernier quand on a payé tout le monde et puis qu'il ne reste plus rien. Totalement, ouais. Donc une option peut-être à explorer. On arrive à la fin de cet épisode, Christelle. J'aime bien demander à chacun d'entre vous si vous aviez une personne que vous aimeriez entendre à ce micro, donc un spécialiste, un ou une spécialiste qui pourrait venir nous partager ses connaissances en lien avec la santé des indépendants. Oui, alors moi j'ai pensé à Jennifer Ferrand, qui est mentor et formatrice en somatique. Elle a développé en fait toute une approche pour notamment réguler son système nerveux à travers le yoga Kundalini et d'autres choses aussi, d'autres ressources qu'elle utilise. Donc je trouve que c'est une femme incroyable et j'aurais vraiment plaisir à l'écouter sur ton podcast. Écoute, je la contacterai avec grand plaisir de ta part. Vous pouvez retrouver donc en description de cet épisode le lien permanent de Christelle sur lequel vous pouvez retrouver son site internet, ses quiz, plein de ressources toujours très intéressantes et qui sont donc suivant le moment où vous écoutez ce podcast qui sont d'actualité. Infiniment merci Christelle d'avoir passé ces 2 épisodes avec moi et avec nous. C'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup Virginie. À très bientôt. Bye bye tout le monde. Si t'es arrivé jusqu'ici, déjà un gros merci. Ça me fait chaud au cœur de savoir que tu nous as écoutés jusqu'à la fin. Si t'es toi-même en train de te demander comment développer un business robuste et protecteur de ta santé sans renoncer à ton ambition, sache que les candidatures pour le Mastermind Slow Up sont ouvertes jusqu'au 15 septembre 2026. Tu trouveras le lien en description ou directement sur slowupbyvirginie.com/mastermind. À très vite sur Slow Up.